C'est des voies de chemin de fer, avec toutes ces compagnies de chemin de fer. C'est évidemment la grande conquête de l'Ouest. Hein. J'étouffe dans la ville et je m'y meurs d'ennui, la conquête de l'Ouest. On y est, vous voyez, c'est parti. Hein, c'est les chevaux qui partent au grand galop et qui traversent, n'est-ce pas? Imaginez toute cette effervescence, toute cette vie. Profitons-en, s'il vous plaît. Un petit mot, hein? Voilà, c'est la grosse machine qui se met en route, n'est-ce pas? On veut découvrir. Alors c'est la ruée vers l'or, hein? Qui s'en vont vers les montagnes, qui s'en vont vers les rivières, qui commencent à... Bon, on le sait tout ça, n'est-ce pas? Hein? Rêvons, rêvons encore. Je m'y meurs d'ennui car tout me semble gris, n'est-ce pas? Les murs me sont hostiles, les toits cachent le soleil. Ah, rendez-moi mon ciel, allez! Laissez-moi retrouver ma prairie, retrouver mes vastes horizons, laissez-moi retrouver les noirs troupeaux en furie, poursuivis par de fougueux garçons. Et c'est parti, la vieille diligence nous conduira là-bas, là-bas vers mon Texas. Allez, fouette cocher, au galop on s'élance. Allez mon gars, vas-y, là-bas c'est le pays. Et j'arrive au saloon, et là il n'y a pas de groom à la porte. Paf, c'est du pied qu'on pousse le battant, le revolver au poing, car rien ne vaut la manière forte, n'est-ce pas, de se faire respecter en entrant. Voilà, hein, vous connaissez la chanson, évidemment, hein, car parfois, sans qu'on y prenne garde, quelques mauvais garçons dans un coin caché pour fêter le retour, joyeusement vous canardent, hein, les cow-boys en drôle de façon, le corps de l'arbre, évidemment, on en reparlera plus tard. Alors évidemment, toute cette ruée, merci Jean. Soit une fin idéale pour le loup, hein. Ce loup qui est, vous le savez, avide de liberté. Hein. On pense évidemment à La Fontaine. Hein. La Fontaine avec le loup et le chien, où l'on voit, hein, vous le savez, un loup sortir des bois, hein, tout famélique, tenant à peine sur ses pattes, qui rencontre un chien énorme, là, assis, hein, devant une ferme. Le loup se dit l'attaquer, le mettre en quartier, oui, pourquoi pas, mais il ne se sent pas de taille à affronter l'homelos, alors il y va sous l'angle de la flatterie. Hein. Il le flatte sur son embonpoint qu'il admire, sur son poil luisant, et le chien de lui répondre « Mais il ne tiendra qu'à vous, beau sire, d'être aussi gras que moi, quittez ces bois, vous ferez bien, vos pareils, ils sont misérables, quoi, cancre, air et pauvre diable, dont la condition est de mourir de faim, mais suivez-moi, dit le chien, suivez-moi, entrez, vous aurez un bien meilleur destin. » Mais là, le loup lui dit « Mais que me faudra-t-il faire ? » Presque rien, dit le chien, donner la chasse aux gens portant bâton et mendiant, flatter ceux du logis à son maître complaire, moyennant quoi votre salaire sera force relief de toutes les façons. Mais venez, venez, dit le chien, venez, vous aurez un bien meilleur destin. Et là, chemin faisant, figurez-vous que le loup, hein, voit le cou du chien pelé. Hein, ça arrive. Alors il lui dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais le chien, c'est presque rien. Mais quoi, rien? Mais rien, vous dites. Mais non, mais j'insiste, ça le chiffonne, évidemment, le loup, n'est-ce pas? Oh, finit par dire le chien. Le collier où je suis attaché de ce que vous voyez est peut-être la cause. Et là, le loup, attaché? Vous ne courez donc pas toujours où vous voulez? Pas toujours, dit le chien. Parfois, voyez-vous, il faut bien que... Non, 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 dit le loup, de tous vos repas, je n'en veux en aucune sorte et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. Et ceci dit, maître loup s'enfuit et court encore 5 minutes de pause. Non, c'est une blague. Alors, vous voyez, pour qu'il y ait musée Tinguely, il faut qu'il y ait non musée Tinguely tout autour. Pour que vous, public, vous soyez là, il faut qu'il y ait non public. Pour que vous, madame, vous soyez là, il faut qu'il y ait non vous, madame. Imaginons maintenant Parménide et Démocrite. Donc Parménide qui ne croit pas en l'existence du vide et Démocrite qui y croit, hein, se rencontrant chez Jeannot, tout en bas. Hein, c'est la cafétéria. Ils vont chez Jeannot. Allez, on va chez Jeannot, on va chez Jeannot. Qu'est-ce que tu bois? Oh, en hommage à Jeannot, une cardinale. D'accord. Bon, je fais un petit anachronisme, hein. C'est la philosophie, on peut voyager dans le temps, on fait ce qu'on veut. D'accord. Alors, ils vont chez Jeannot, ils s'assoient, Parménide, Démocrite, c'est un petit peu tendu au départ, tous philosophes qu'ils sont, ils restent un peu sur leur position, évidemment. Alors, une bière, 2 cardinals, 3 cardinaux. Et on continue. Et puis, au bout d'un certain temps, Parménide regarde son verre et dit « Ah, mon verre est vide. »
Démocrite, bon prince, n'insiste pas. Et lui rétorque, non, non, Parménide, ton verre est plein de vide. Alors, juste brièvement, on est à Lutzen, il fait un brouillard à couper au couteau. Hein. Bon, on ne va pas aller trop dans les détails. Il est là, monté sur son cheval blanc, ça tombe bien. Hein. Il a décidé de prendre l'ennemi à revers, n'est-ce pas? Donc il a tous ses hommes derrière lui. Je vais très vite parce que cette bataille de Lutzen, c'est passionnant. On pourrait y rester des heures, mais nous avons tellement de choses à voir. Donc il est là, sur son cheval, et il dit à ses hommes, écoutez, je vais les prendre à revers. Et le voilà qui s'en va sur son immense destrier blanc, n'est-ce pas? Alors blanc dans le brouillard, hein, qui se mêle à la poudre des canons, hein, vous imaginez bien, hein, on y voit goutte. Et en plus, les hommes derrière, qui ont des chevaux beaucoup plus courts sur jambes, ont du mal à suivre le roi. Donc il l'appelle, hein, sire, sire, où êtes-vous? Je vous ai dit que je prenais à revers. On l'entend plus. Il disparaît dans la brume, il disparaît dans la fumée. À cela se mêle l'incendie de la ville de Lutzen, qui rajoute ses fumées épaisses et noires. On y voit goutte, je vous dis. On appelle le roi, on l'appelle en vain. Et finalement, on retrouve son cheval. Non pas caracolant comme celui-ci, mais battant le sol gelé, hein, de la campagne de Lutzen. Hein. De ses naseaux sort, hein, une épaisse buée. Le roi n'est plus là, on le cherche. Sire, sire, où êtes-vous? Et là, parmi les mottes de terre glacée, on aperçoit le roi gisant. Les hommes autour de lui font un arc de cercle. Certains le prennent dans leurs bras avec beaucoup de précaution, le regardent avec beaucoup de tendresse. Le roi leur adresse un regard mouillé de larmes et leur dit « et il meurt ». Il meurt dans leurs bras. Il meurt dans leurs bras. Nous serions amis et puis vous viendrez chez moi à l'improviste, n'est-ce pas? Vous sonnez à ma porte, ding dong. Oh, ne faites pas ding dong, je fais pas. Ding dong. Oh, Karine, je ne vous attendais pas. Quelle bonne surprise. Si vous aviez averti, j'aurais pu... je vais vous faire cuire un œuf. Voilà, hein, une proposition. Vous êtes d'accord? Mais entrez seulement, Karine. Alors là, vous restez assise. Hein, c'est du théâtre. On fait comme si c'était du théâtre. Alors, vous restez d'accord? Vous me suivez dans la cuisine. Voilà, c'est chez moi, n'est-ce pas? Bon, c'est un petit peu... Regardez pas le désordre. J'ai pas eu le temps de ranger. Voilà, donc la cuisine ici, n'est-ce pas? Tout est très design. Alors, j'ouvre le placard, n'est-ce pas? Je ne sais pas faire très bien tout ce mime, mais bon. Et je prends la poêle, n'est-ce pas? Je la pose sur la gazinière, n'est-ce pas? Et puis, un peu d'huile pressée à froid, n'est-ce pas? Je prends l'huile, voilà, tout petit peu. Et puis, je casse un œuf. C'est des œufs biologiques, vous ne craignez rien. Les œufs du jour, donc. Voilà, clac, je casse l'œuf. Oh ben, parfait, je l'ai bien réussi, Karine, vous allez être contente. Ah, mais j'ai pas allumé le... Oh, je la tête. Alors, moi, je ne sais pas vous, mais je ne jure que par le gaz. Alors, je tombe là. Voilà. Bon, admettons que je fais ça dans l'ordre, hein, là, mais ça va se rattraper, ça se rattrape. Oh, regardez, déjà je vois l'œuf qui frétille au fond de la poêle. Regardez comme il a l'air heureux, comme un petit soleil qui frétille dans le noir de la poêle. C'est magnifique. Regardez, je vous le montre, à vous. C'est superbe aux autres. Ça valait le coup, monsieur. Hein? Comment? Ça met en appétit? Ça me touche beaucoup. Vous êtes pour l'art conceptuel, je le sais. Ah, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je viens de faire là, monsieur? Le jaune, c'est le Vatican. Le blanc, c'est la ville de Rome. La poêle à frire, c'est le Latium. La cuisinière, Karine, c'est l'Italie. La cuisine, c'est l'Europe. Le musée, c'est l'univers, c'est tout l'univers. Tu leur diras, je suis, m'a envoyé vers vous. Charlton Heston ne comprend pas. Mais il s'en va. Il s'en va, il retourne.
Et là, au camp, pendant ce temps, Yvonne de Carlo est morte d'inquiétude, elle fait les 100 pas, elle ne s'est pas changée, mais sa robe est toujours impeccable, blanche, avec ses petits plis parfaits. On ne sait pas chez qui elle repasse, mais c'est parfait. Sephora, donc Sephora maquillée, mais parfaitement maquillée dans ce film. Quand on pense que ces gens vivent sous tente, quelle élégance. Donc, elle est inquiète, elle est là sous la tente, elle regarde, rien ne vient, et puis là, Josué vient vers elle et lui dit est-ce qu'un homme est déjà revenu du mont Sinaï? Non, c'est pour ça que je m'inquiète, lui dit. Eh bien, lui dit-il, regarde, il est plus qu'un homme. Et là, c'est magnifique. Elle se retourne, et on aperçoit Charlton Heston au loin qui arrive vers nous. Dans la brume, vous voyez, le soleil, tellement de chaleur, ça fait une espèce de brume, comme ça, sa silhouette se découpe. Et là, je dois dire que Charlton Heston fait un travail particulièrement impressionnant, on dirait qu'il est au-dessus du sol. Il avance comme ça, comme sur coussin d'air. Et de l'autre côté, ceux qui sont au camp, donc Sephora, Yvonne de Carlo dit à Josué, il a vu Dieu. Et l'autre dit oui. Voilà. Et c'est vrai, ça saute aux yeux, il a vu Dieu, et il s'approche de plus en plus. Première chose qu'Yvonne de Carlo remarque, elle voit Charlton Heston, elle lui dit, tes chaussures. Il a oublié ses chaussures. Elle était très professionnelle de toute façon, elle dit oui, elle accepte tout ça. Il faut dire que c'était ses premiers grands rôles au cinéma, son premier grand rôle, donc certainement qu'une actrice plus aguerrie n'aurait pas accepté les conditions qu'elle va vivre, vous allez voir. Donc elle arrive là au maquillage, tout le monde est au petit soin pour elle, elle passe devant sa loge, elle se rend compte qu'il y a là une dame, une couturière, qui est en train de coudre des fils absolument invisibles à son tailleur, le tailleur qu'elle va porter. Hein. Elle est maquillée, on l'habille, elle se rend compte que plein de filles sont autour d'elle, cousues sur son beau tailleur vert amande. Elle arrive sur le plateau, et puis voilà, c'est ici. Et là, on accroche au bout de tous les fils des oiseaux. Hein, des gros oiseaux, hein, style mouette, corneille, etc. Et on lui demande, pendant la scène, de tirer sur les fils, n'est-ce pas, parce que les oiseaux, spontanément, n'avaient pas envie de se jeter sur Tippi-Hedren, hein, contrairement à beaucoup d'hommes à l'époque. Les oiseaux, eux, ce qu'ils voulaient, c'est rester tranquillement sur leur perchoir, pas du tout envie. Voilà. Alors elle fait comme elle peut, mais là, Hitchcock trouve qu'il n'y en a pas assez. Alors il demande aux assistants autour de prendre des oiseaux et de les lancer sur Tippi-Hedren. La scène qui devait durer quelques heures dura une semaine. Goethe va mêler la mort de cet ami avec sa propre souffrance pour écrire les souffrances du jeune Werther. Alors, évidemment, quand il a écrit cet ouvrage, il ne pensait pas obtenir le succès qu'il a connu. Vous savez que la publication de ce livre a déchaîné et entraîné de véritables passions. Les gens se sont suicidés après sa lecture. On a parlé de la fièvre werthérienne. Les Wut, on est dans le courant Sturm und Drang, vous savez. Et puis là, on peut dire que, d'ailleurs, à Wetzlar sont exposés, Wetzlar qui, vous le savez, est cette petite ville très connue pour ses championnats de bobsleigh. Le bobsleigh, qui, comme le skeleton, est un sport de glisse, n'est-ce pas? Alors, pour le skeleton, par contre, le skeletonneur se tient à plat ventre, n'est-ce pas? À plat ventre, n'est-ce pas? À plat ventre sur la luge, une sorte de luge, et le but est de glisser le plus vite possible dans un couloir de glace. Bon, ça demande beaucoup de courage quand même, parce qu'on est la tête en avant. Hein, donc, il s'agit d'être bien casqué. À l'époque, ce n'était pas forcément le cas. Donc voilà. Alors, il faut savoir que le skeleton, d'abord, a été... donc est apparu pour la première fois aux Jeux Olympiques en 1928, puis en 1948, et puis en 2008 a été définitivement officialisé aux Jeux Olympiques de Salt Lake City. Vous voyez, on n'a jamais le temps d'aller jusqu'au bout des choses. C'est sur ce skeleton que je glisse jusqu'à vous.
pour vous remercier pour votre assiduité et votre attention. Ce fut un plaisir de partager ces quelques heures en votre compagnie. Merci.